Salam alaikum, Azur Fillawen, bonjour. Avant d'entamer notre top 3 et à l'occasion de la commémoration de Thasfoith Imaziran, je me permettrai de vous lire une citation de Mouloud Ma'ammari. Quand trop de sécheresse brûle les cœurs, quand la faim tord trop de larmes, quand on bâillonne trop de rêves, c'est comme quand on ajoute bois sur le bûcher. À la fin, il suffit du bout de bois d'un esclave pour faire dans le ciel de Dieu et dans le cœur des hommes le plus énorme incendie. Je tiens à exprimer ma sincère sympathie à tous les hommes et à toutes les femmes libres de ce pays qui ont su garder vivante notre culture matricielle, sans rien renier des autres dimensions qui composent notre identité plurielle, ni de notre fusion avec tous nos compatriotes. Je formule le vœu que l'Algérie et tout le Maghreb sauront trouver le chemin d'un vrai printemps des peuples. Le tableau de l'arrière-plan que vous voyez ici est de mon ami Ahmed Mesli. Générique top 3 s'il vous plaît. Tous les Algériens s'accordent à dire aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de surprise, qu'il ne faisait aucun doute que Bouteflika était le président élu avant même les élections. Cette victoire, si tant est que ce mot est synonyme de fraude et de bourrage, était tellement prévisible que de nombreux observateurs commencent maintenant à se poser des questions sur la candidature de Benflis. Comment lui, qui est un homme du système, qui en a occupé les fonctions de chef du gouvernement et de secrétaire général du FLN, a-t-il pu croire un seul instant qu'il pouvait être élu contre le candidat de l'oligarchie, contre le candidat de la mafiocratie, contre le candidat de la junte? Lui a-t-on, comme en 2004, donné des garanties? Et a-t-il été trahi comme en 2004? Comment a-t-il pu tomber dans le même piège après 10 années de réflexion et de traversée du désert? La politique en Algérie est décidément un ovni. Des questions tout aussi lancinantes se posent sur les chiffres de ces élections. Des chiffres tonitruants, hallucinants et tout simplement comiques. Le régime aurait très bien pu se contenter de faire passer son président élu avec un score un tant soit peu raisonnable, 55, 56%. Non, il lui fallait un chiffre criant d'arrogance et d'impudeur, presque 82%. Il aurait pu, dans sa cuisine de la fraude, concocter un chiffre un tant soit peu honorable à Benflis,
le principal rival. Non, ce régime a cherché visiblement à l'humilier, à l'écrabouiller, avec un petit 12%. Cette assurance phénoménale, ce mépris écrasant pour un peuple, pour tout un peuple, montre à l'évidence que ce régime ne sait plus évaluer la situation, ni même ses propres forces dont il semble présumer. Il semble croire que le nombre de policiers, de gendarmes et de militaires et de Baltagia qu'il gave et qu'il chouchoute sera son rempart contre toute contestation. Il est dans une phase où il alterne entre panique et arrogance. Mais ces élections n'ont pas fini de provoquer des réactions et d'autres. Après avoir fait les gorges chaudes des opinions publiques occidentales où le régime algérien est devenu le sujet préféré des émissions rigolardes, voilà que les Algériens commencent à organiser la résistance et que les intellectuels algériens, les vrais, montent au créneau. Aujourd'hui, nous aurons un seul invité, un invité exceptionnel, Jamel Zennati. Je crois qu'il n'est plus utile de le présenter. Il vient de publier sur El Watan un texte au titre particulièrement amer. Une élection invaincue, l'Algérie. Mais avant d'en discuter avec lui, nous lui demanderons de commenter pour nous deux autres articles que nous avons choisis. Le premier journal, nous allons donc aborder un article du Monde, Le Monde. Algérie, la guerre, la gêne de Paris et le silence des Occidentaux. Des Occidentaux, j'en perds mon latin et mon français par la même occasion. Les Occidentaux dictés par la réelle politique. Enfin, un article de l'Expression où le propriétaire de l'UGTA affirme qu'après la consécration du 4e mandat, l'UGTA s'engage à accompagner Bouteflika. Jamel Zennati, merci d'être avec nous. Jamel Zennati. Alors, Jamel Zennati, vous avez pu lire les articles du Monde et de l'Expression? Oui, bien sûr. En général, je lis toute la presse très tôt le matin pour m'imprégner un petit peu de la situation et de l'environnement. Oui, bien sûr. Vous savez, après ce qui vient de se passer, il est tout à fait normal que des interrogations surgissent. Vous savez, concernant maintenant les Occidentaux, le rapport des puissances occidentales avec notre pays est fondé sur la réelle politique, qui veut dire l'intérêt avant tout. Cet intérêt, il est de deux ordres. Il est d'abord économique, avec la signature de contrats juteux, l'ouverture de nouveaux marchés, de nouveaux débouchés pour les entreprises occidentales, dont l'écrasante majorité est aujourd'hui en crise. Et il y a un autre intérêt qui est géostratégique, celui-là, qui consiste dans le contrôle des flux migratoires, de la lutte contre le terrorisme, puis d'un certain nombre d'autres questions telles que les conflits du Moyen-Orient, le Sahara occidental, la Syrie, etc. Et ces deux niveaux, bien sûr, ils sont parfaitement liés. La nature autoritaire du pouvoir, le respect des droits de l'homme et de la règle démocratique générale, est le dernier souci des Occidentaux. Un pouvoir illégitime est bien mieux pour eux parce qu'il leur permet donc de réaliser leur intérêt économique et de par sa nature répressive, de régler les questions des flux migratoires, de la lutte contre le terrorisme, etc. etc. Alors, si je peux terminer, Jamal, oui, bien sûr. Ce qui les préoccupe. Donc, ce n'est pas les questions liées à la régularité des élections ou autre chose de ce genre. C'est le risque
une instabilité qui menacerait justement ses intérêts à court ou à moyen terme. Ce qui vient de se passer en Algérie est évidemment une source de grande inquiétude pour ces puissances. L'article dit bien ce que vous affirmez, je cite, rapidement deux petits passages. Les rapports avec le régime algérien sont surtout empreints de réel politique. Et un peu plus loin, l'Algérie vend aux Européens un tiers du gaz qu'ils consomment. Je vais devoir écouter un peu les commentaires sur ces deux articles, parce que non seulement nous devrons parler de votre texte, mais aussi vous livrer des questions que m'ont fait parvenir des gens sur les réseaux sociaux quand ils ont appris que vous allez passer sur El Maghribiya. Donc nous allons passer à l'article de l'Expression sur ce que déclare M. Sidi Saïd, très vraisemblablement patron, propriétaire de l'UJTA. Oui. Bien sûr, Sidi Saïd, sans en référer aux travailleurs, a embarqué l'UJTA dans la campagne du candidat. Mais il se trouve aujourd'hui pris en étau entre un pouvoir qui n'a aucune chance de tenir ses promesses, il n'a pas les moyens de tenir ses promesses, et un front social déterminé à aller jusqu'au bout. Je l'ai piégé par sa propre démarche. Il est dans l'impasse. Je crois que l'heure des bilans va bientôt sonner. La prochaine rentrée sociale s'annonce d'ores et déjà très très mouvementée. Mais comment se fait-il, Jamal, comment se fait-il que ce monsieur, avec toute son outrance, toutes ces rumeurs de corruption qui circulent sur son compte, sur cette même base qu'il a fait sur tout le syndicat, sur cette corruption qu'il pratique lui-même à l'endroit de toutes les coordinations, toutes les instances de l'UJTA, comment se fait-il que tous les salariés syndiqués ne bronchent pas pratiquement, personne ne le conteste? Vous savez, les syndicalistes, les travailleurs affiliés à l'UJTA. L'UJTA, c'est un syndicat donc qui est implanté dans le secteur public. C'est-à-dire que les travailleurs affiliés à l'UJTA, ils dépendent entièrement de l'État. Vous savez bien que l'État est le premier employeur en Algérie, le premier bailleur de fonds en Algérie, le premier propriétaire foncier en Algérie. En gros, presque toutes les classes sociales dépendent de l'État. Et l'État est privatisé, il est entre les mains d'une caste. Donc les travailleurs, sous les pressions diverses, sous les menaces, ne peuvent pas contester la démarche du ministre des Travailleurs, Sidi Saïd. Voilà. Donc nous allons passer à votre texte qui est paru sur le journal El Watan, un texte majeur comme tous vos textes qui paraissent habituellement. J'ai eu l'impression d'une certaine amertume dans le ton, d'une certaine désillusion. Je vais citer un passage de votre texte, puis on en parlera si vous voulez. Pour ma part, je vous cite, pour ma part, je ne nourris aucune illusion. J'ai l'intime conviction que ce 4e mandat est le prélude à un drame aux conséquences incalculables. La guerre à l'intérieur du système va connaître une accentuation. De même, la conflictualité dans la société. C'est assez alarmant, assez inquiétant, je dois dire. Oui, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Donc, quand je dis que je ne nourris aucune illusion, c'était en rapport avec toutes les promesses qui ont été faites pendant la campagne par le directeur de campagne du candidat absent. Il est allé jusqu'à
procure que le candidat absent, une fois élu, va tirer la seconde république. Vous voyez, c'est-à-dire une appropriation de tous les thèmes de l'opposition. La deuxième république, la transition démocratique, la lutte contre la corruption, etc. Non, j'ai donné deux exemples concernant la lutte contre la corruption. Vous savez qu'un mandat d'arrêt international a été lancé contre Chekib Khalil, oui. À Alger contre Chekib Khalil. Oui. Il a été très rapidement annulé. Le prétexte fallacieux qui nous a été donné, c'était que la procédure légale n'a pas du tout été respectée. Qu'ils adoptent la procédure prévue par les textes. Eh bien, rien. Eh bien, je le dis, les défis, si réellement ils ont la volonté de lutter contre la corruption, qu'ils relancent le mandat d'arrêt international contre Chekib Khalil et qu'ils ouvrent une enquête sur le prétendu compte bancaire détenu par le secrétaire général du FLN en France et les appartements qu'il se serait acquis à l'étranger, notamment à Paris et à Londres. Comme premier geste de volonté de contre la corruption. Eh bien, je dis que ce n'est pas possible. En somme, Jamel, oui. On ne peut pas être en même temps le chef d'orchestre d'un phénomène. C'est eux qui supervisent le phénomène de la corruption. Ils ne peuvent pas le combattre. C'est eux les superviseurs de la corruption. Comment voulez-vous qu'ils se lancent dans la lutte contre la corruption? C'est un leurre. Pendant la campagne, ils ont fait toutes les promesses imaginables. Et c'est pour ça, pour revenir à l'article de l'expression, c'est pour ça que Sidi Saïd est aujourd'hui piégé. Parce que beaucoup de promesses ont été faites, ils savent très bien qu'ils ne vont pas les tenir. D'ailleurs, ils ont sorti le bâton. Il n'y a pas plus loin que ce matin, ils ont empêché de se tenir, de se faire à Tizi Ouzou à l'occasion du 20 avril. Voilà, c'est pour vous dire que moi je ne nourris aucune illusion. Oui, alors nous retenons que... Et quand on reste la guerre à l'intérieur du système, moi j'ai fait mon analyse sur l'évolution du système depuis 1999, je sais que le sous-système va encore tenter d'absorber d'autres institutions qui ne sont pas totalement acquises aujourd'hui. Donc la guerre va continuer. Il va lui falloir encore dépasser certaines lignes rouges et ça va donner lieu à des conflits, d'une très grande intensité. Dans la société, donc ils ont une contre-société sur laquelle ils s'appuient, et il va falloir la rétribuer, puisqu'elle a fait du bon travail, ils ont fait passer Bouteflika par la force, il va falloir la rétribuer, et il va donc falloir qu'elle s'étende, qu'elle s'élargisse, et ça va se faire sur le dos de la société réelle. Jamel Zinnati. Beaucoup de problèmes vont se poser. Jamel Zinnati, je tiens juste à souligner que demander à ce régime de poursuivre Chekib Khalil, de réactiver les procédures et poursuivre tous les autres que vous avez cités, c'est carrément lui demander de se tirer une balle dans la tête. Je voulais vous poser une question. Je tiens pour moi l'opinion publique. Ils ont fait la promesse, l'engagement, tardo. Oui. Tardo. En effet. Tardo, أمام الشعب اللي يحاربوا الرشوة. Ils ont pris des engagements tellement forts, ils se sont engagés tellement de façon, je ne sais pas comment la qualifier, qu'il faut aujourd'hui les mettre au pied du mur. Vous êtes engagé pour lutter contre la corruption. Ils donnent des comptes. Alors, Jamel. Faites des enquêtes sur
les enrichissements sans cause. On connaît des gens qui sont partis de rien et qui se retrouvent aujourd'hui avec des villas, avec des résidences de luxe dans les capitales, les plus grandes capitales du monde. C'est un enrichissement sans cause que ces gens-là nous disent. Comment ont-ils fait pour arriver à ce statut? On aimerait bien connaître la ficelle. Jamal Zinnati, vous savez que cette émission est très courte, qu'elle doit être très dynamique. Alors là, nous allons essayer d'entamer une sorte de questions-réponses très rapide, parce que non seulement j'ai 2 questions à vous poser, mais ensuite je devrais vous poser celles d'amis de Facebook qui vous ont fait parvenir des questions. Donc, alors, pour Benflis, comment ce monsieur, qui connaît le régime de l'Intérieur, qui a été ministre de la Justice, chef du gouvernement, secrétaire général du parti FLN, a-t-il pu croire qu'il allait battre le candidat du régime? Franchement, parler du système est très, très général. Le système, c'est quelque chose de vague. Dire que Benflis est un homme du système. Il a été chef du gouvernement. Ce n'est pas parce qu'on est chef du gouvernement qu'on est un homme du système. Ben Bitour a été chef du gouvernement, le RCD a participé au gouvernement, il y en a aussi beaucoup de Hamrouch, il y a beaucoup de Mehri aussi est du système. Mais bon, quel système? Parce que le système, il y a les décideurs et il y a les exécutants, les technocrates, tout dépend du cercle dans lequel on se trouve. Moi, ça m'étonnerait que Benflis ait fait partie du cercle des décideurs. Maintenant, beaucoup d'Algériens ont cru, je vous le dis très franchement, et je fais partie d'ailleurs de ces Algériens, ont cru que cette élection, ce n'est pas l'élection en elle-même, mais c'est ce moment on a cru qu'on pouvait faire avancer les choses de manière à ce que la marche vers la démocratie devienne irréversible. Bien sûr, il y a eu des erreurs d'appréciation. Je le dis, moi je le dis franchement, nous avons sous-estimé la capacité du système à se régénérer. On a cru que les divisions au niveau du système allaient l'affaiblir. Finalement, tous les morceaux se sont recollés à la dernière minute, ils se sont reconstitués, ils se sont régénérés. Nous avons sous-estimé aussi le pouvoir de l'argent et surtout les ravages qu'a fait le spectre de l'instabilité, du chaos sur les consciences. Les gens avaient peur. Alors Jamal, un cas de menace. Et ça a donné soit la démobilisation, soit le vote en faveur du candidat du système. Ok. Alors, donc on va continuer à poser quelques questions. Je vous demanderai de synthétiser pour qu'on puisse poser toutes les questions. Je sais que ce sont des questions complexes. Jamal, je ferai de mon mieux. Ouais, je sais. C'est des questions complexes qui en fait demandent à être développées, mais bon. Au sujet des règlements de compte. La simplification, elle mène vers l'erreur. C'est vrai, je reconnais. Moi, je tiens à donner au moins les éléments essentiels de la réponse. J'espère vous avoir pour une émission beaucoup plus longue et peut-être pourrions-nous développer avec plus de détails. Donc j'espère être avec vous, face à face. Alors là, ce serait l'idéal et nous ne manquerons certainement pas de vous inviter, je vous le promets. En attendant, ces règlements de compte, en 2004, ceux qui ont marché avec Benflis jusqu'au chef de Daïra ont été l'objet d'un règlement de compte implacable, impitoyable. Tout le monde a été dégommé, il y en a même qui ont eu droit à des contrôles fiscaux, des gens qui ont été limogés. Est-ce que ça va être la même chose cette fois ici? Brièvement, s'il vous plaît. Est-ce que ça va être la même chose? Est-ce qu'ils peuvent se permettre, dans la situation actuelle, un président malade, des scandales, est-ce qu'ils peuvent, et puis une désapprobation
nationales et internationales, est-ce qu'ils peuvent se permettre d'aller vers ce genre de règlement de compte? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais je sais que la lutte à l'intérieur du système va être féroce, mais on n'est pas dans le même schéma qu'en 2004. En 2004, il y avait un chef d'état-major qui s'était opposé au président. Vous savez, le chef d'état-major, c'est presque un poste administratif. Il n'a pas vraiment beaucoup de pouvoir, parce que le pouvoir dans l'armée, c'est quoi? C'est les renseignements, c'est les chefs des unités opérationnelles, c'est les régions militaires, c'est ceux qui détiennent l'arme entre leurs mains. Ce n'est pas le cas du chef d'état-major qui est dans un bureau, à la limite un chef de brigade de gendarmerie, il a beaucoup plus de pouvoir que lui. Maintenant, la rumeur dit que leur ennemi, leur cible maintenant, c'est le chef du DRS. Et là, ils vont quand même s'attaquer à quelque chose de beaucoup plus gros, de beaucoup plus sérieux. Et puis le renseignement, quand même, est un secteur très névralgique, très stratégique. S'y attaquer, c'est prendre vraiment énormément de risques. D'accord. Mais, vous savez, on a affaire à des aventuriers, ils sont capables de tout. Alors, Mohamed Chtouh, qui reconnaît votre popularité et vous souhaite de passer à l'acte, comme il dit, se pose la question de savoir pourquoi ne pas envisager une action politique réelle en essayant de mettre ensemble les acteurs politiques qui n'ont pas perdu leur crédibilité en se mouillant dans le système d'une façon ou d'une autre. Passage à l'acte, donc. Oui, c'est notre vœu. On appelle tous à la convergence. Au-delà de la diversité des idéologiques, politiques, etc., on appelle tous à la convergence. D'ailleurs, aujourd'hui, dans l'opposition, presque tout le monde tient le même discours. Qu'est-ce qui empêche la rencontre, la convergence? Moi, je ne comprends pas. Si on tient le même discours, rien ne nous empêche de nous retrouver. Pourquoi? Sauf maintenant, si le discours, il joue une toute autre fonction que celle de véhiculer l'idée. Maintenant, s'il est là juste pour tromper les gens, pour avoir bonne conscience, et que derrière se cache notre stratégie, bien sûr, ça constitue un obstacle au rassemblement des forces démocratiques, des forces politiques. Mais normalement, rien aujourd'hui ne peut empêcher ce rassemblement. Et j'y appelle, on a tous appelé à ce rassemblement. Il faut que ce rassemblement naisse. C'est la seule façon de protéger la société et de faire avancer l'idée démocratique. Alors, Jamel Zinnetti, je crois que nous n'aurons pas le temps de poser toutes les questions, donc je vais me contenter de vous synthétiser pour vous en une question plusieurs qui ont été posées sur le FFS. Que pensez-vous donc de l'attitude du FFS avant ces élections, pendant ces élections, et quelle sera-t-elle maintenant, selon vous? Le FFS a été totalement absent de cette élection, donc avant, pendant et après, il a été absent. Je respecte sa position, même, c'est une non-position pour moi. Il fallait prendre position. À la limite, il y a, du fait qu'il y a un danger qui pèse sur le pays, il fallait quand même se mettre du côté de la population. Je ne demande pas au FFS de prendre position sur l'élection, mais au moins, sur le contexte, il devrait intervenir, il devrait parler, il devrait s'exprimer. Le FFS, c'est un parti dans lequel quand même j'ai passé une bonne partie de mon itinéraire. C'est ma deuxième école après le MCB. Il s'est exprimé récemment justement pour la construction de l'alternative démocratique. C'est quelque chose de très important. Et moi, je prends acte et moi, j'appelle les militants et la direction du FFS à s'engager de façon franche et résolue dans cette voie. Si le FFS était dans la forme où il était auparavant, aujourd'hui, il aurait changé le cours des choses.
Merci Jamel Zinnati sur cette sentence, j'allais dire. Je vous dis au revoir et j'espère vous revoir bientôt, Inch'Allah. Merci Jamel Zinnati. Merci Jamal, au plaisir. Notre émission arrive maintenant à sa fin. Allah yislim khoya. Allah yislim khoya Jamal. Notre émission donc arrive maintenant à sa fin. Nous allons vous quitter. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir bientôt, demain. Merci beaucoup.